Bonsoir à tous et à toutes. J'ai commencé par me présenter. Je m'appelle Tania Romero Barrios et je suis une doctorante en études hispaniques, spécialité études de genre à Paris 8. Et je suis aussi étudiante en fait en DSC3 de Quechua ici à l'INALCO. Je fais partie du comité d'organisation de l'atelier doctoral Genre et féminisme dans les Amériques latines, tout comme Diego Chuy Poma, et de l'association qui est en cours de création, qui s'appelle en fait Amérique à l'INALCO, avec laquelle d'ailleurs on est en train de co-organiser en fait cette séance intitulée Genre, travail minier et militance écologique. On souhaiterait donc avant tout, au nom de l'atelier et au nom de cette association en cours de création, vous remercier vivement d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir. Je vais commencer par deux petites questions pratiques en fait avant de commencer la séance. Il y a une petite feuille de contact, en fait il y a un cahier qui va circuler. Merci Isadora. En fait la feuille de contact nous permettra, si vous le souhaitez, en fait, de vous inscrire sur la mailing list de l'atelier et ou de l'association Amérique. Ce qui vous permettra, pour l'atelier en tout cas, de recevoir les enregistrements des séances passées, le matériel bibliographique pour les séances à venir et des informations concernant aussi les prochaines activités que nous organiserons en fait tout au long de l'année 2018-2019. Pour l'association Amérique en cours de création, cette mailing list vous permettra aussi de vous transmettre en fait les informations des événements, activités qu'a fait Amérique. Et d'ailleurs, en fait, il s'agit de 2 années qui sont particulièrement importantes, en fait, ces 2 années académiques, 2018-2019, parce que 2018, d'un côté, c'est l'année internationale des peuples autochtones, l'année 2019, c'est l'année internationale des langues autochtones, donc du coup, en fait, on aura pas mal d'événements et de rencontres à vous proposer. Juste pour finir sur cette question pratique, le cahier d'émargement, de son côté, en fait, nous est demandé par le HESS, qui est l'institution qui héberge l'atelier. Donc du coup, en fait, on a besoin que vous signiez parce que c'est un peu la preuve, comme quoi il y a des gens qui viennent, en fait, ce qui nous permet de continuer à réaliser, en fait, cet atelier l'année suivante, etc., etc. Voilà. Lo más importante, du coup, c'est que je vous rappelle qu'à la fin de cette séance, on va finir par un petit goûter qui vous attend à la fin voilà, tout au bout de la salle de cours pour continuer à discuter de façon informelle et conviviale. Alors, juste quelques petits mots par rapport à l'atelier, en fait, notamment pour les gens qui viendraient peut-être pour la première fois. Cet atelier, en fait, est né l'année dernière d'un constat. Malgré le grand nombre en fait, de chercheurs et de chercheuses travaillant sur le genre et les féminismes dans les Amériques latines, rares étaient les espaces de discussion et d'échange sur ces sujets en France. Nous rappelions justement lors de notre dernière séance, la séance d'ouverture, à quel point c'était peut-être pas si anodin que ça en fait, le fait que les premières organisatrices de cet atelier en se soient retrouvées pour la première fois en fait justement le 25 novembre 2016 lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée dans laquelle, par rapport à laquelle Caroline reviendra un petit peu plus par la suite concernant 2018 et qui, je fais une petite parenthèse en fait, doit d'ailleurs son existence, même si on l'oublie assez souvent en fait, aux apports des femmes et des féministes latino-américaines qui, lors de la première rencontre féministe latino-américaine et des Caraïbes, qui a eu à Bogota en 1981, ont souhaité en fait, par cette date-là, le 25 novembre, rendre hommage aux sœurs dominicaines Mirabal, assassinées le 25 novembre 1960 par la dictature de Trujillo. Du coup, je ferme ma petite parenthèse par rapport à cette date. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce jour-là, en tout cas en 2016 ? On s'est retrouvés ce 25 novembre dans ce cortège latino-américain qui était prévu pour l'occasion et on s'est découvertes si nombreuses, partageant des inquiétudes théoriques mais aussi militantes en fait si semblables et surtout partageant une grande envie et même un besoin en fait de nous rassembler et de devenir force de proposition depuis les instances dans lesquelles on travaillait, que l'atelier est né par la suite, grâce effectivement au soutien de l'EHESS et à l'initiative de Yoline qui est là parmi nous, presque en fait, l'atelier est né presque comme une suite logique. Que souhaitons-nous faire donc en somme avec cet atelier ? Promouvoir d'un côté les échanges entre les théories, les pensées et les pratiques féministes des Amériques latines et celles qui sont nées dans d'autres ères et d'autres contextes. Mais encore, nous cherchons à faire dialoguer le monde académique, le monde militant et l'expérience des principaux acteurs et actrices concernés par les questions abordées.
Notre approche cherche ainsi à valoriser le dialogue et non la hiérarchie ou la concurrence entre savoirs, produits à partir de différentes positions. D'où l'intérêt en fait pour cette édition 2018-2019 de multiplier nos séances en collaboration, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette association en cours de création Amérique. Et de vous proposer du coup des séances qui seront théoriques, qui seront pratiques, artistiques, allant du coup de la découverte d'auteurs comme la brésilienne Beatriz Nascimento, je le prononce très mal, jusqu'à des propositions artivistes, comme ça sera le cas par exemple de la séance avec la batucada lesbo transféministe Guarichas Cósmicas qui est prévue pour l'année 2019. Je vous invite donc à découvrir notre programme sur le carnet hypothèse FEMLAT et notre page Facebook Féminisme dans les Amériques latines. Maintenant, en fait, je vais juste changer rapidement de casquette pour introduire un petit peu ce que c'est cette association en cours de création Amérique, avec laquelle on est en train de co-organiser cette séance. Après 2 années en fait très riches en expérience en tant que section Amérique de l'association Babel de l'INALCO, nous sommes heureuses en fait de pouvoir maintenant continuer ce projet au sein d'une propre association Amérique. Ayant organisé 10 cafés Amérique l'année dernière, dont un en collaboration d'ailleurs avec l'atelier Genre et féminisme dans les Amériques latines, qui portait sur les luttes pour l'avortement et contre les violences obstétricales dans la région, et un deuxième en fait Café Amérique concernant la question du genre et des mouvements sociaux au Pérou, nous souhaitons en fait réaffirmer par cette collaboration notre intérêt à travailler autour des questions et des enjeux majeurs traversant non seulement les langues et les cultures des Amériques, mais aussi l'actualité des pays américains. Cette année, nous continuerons ainsi d'organiser des événements culturels et scientifiques, de recherche et de vulgarisation en lien avec les langues et les cultures autochtones des Amériques, en particulier en fait celles enseignées à l'INALCO, à savoir le quechua, le guarani, le maya, le nahuatl et l'inupi. Mais loin de rassembler en fait seulement des étudiants ou des amoureux de langues et des cultures américaines, il s'agit pour nous aussi de proposer, depuis l'INALCO, qui est une de très rares espaces à offrir des formations universitaires pluriannuelles et diplômantes dans des langues autochtones majeures en fait du continent américain, d'offrir en fait un espace d'échange pluridisciplinaire rassemblant des spécialistes, des locuteurs natifs, artistes et différents acteurs et actrices œuvrant dans la diffusion ou la recherche des langues et cultures. À l'heure où on fait face à une certaine tendance à la romantisation ou au réductionnisme concernant les différentes pensées et pratiques des aires sur lesquelles nous travaillons, nous cherchons en fait à offrir un contrepoint à cette dynamique. Locuteurs, archéologues, linguistes, civilisationnistes, entre autres, nous convergeons dans la nécessité d'amplifier l'étendue des recherches, œuvres, travaux et auteurs les plus significatifs des Amériques. Montrer donc, en somme, à la fois la richesse et la complexité, les apports et les débats actuels auxquels nous souhaitons donner une continuité depuis la France. Pour ce qui est de la séance du coup, qui nous réunit aujourd'hui, force est de constater à quel point ce sujet en fait si actuel et médiatisé a été la proie aussi d'un certain nombre de représentations binaires ou de raccourcis touchant à la fois à la question des conflits socio-environnementaux et le rôle des femmes, plus spécifiquement des femmes autochtones, dans ce processus. L'imbrication des rapports de genre, race et classe traverse la question extractiviste, aussi bien du point de vue de ses effets, de l'impact et du bouleversement des pratiques qu'au niveau des représentations qui s'y tissent, comme nous le montreront du coup Caroline Veil et Kira Greco. Nous tenons ainsi à saluer et à souligner l'importance des recherches produites depuis des perspectives prenant en compte l'imbrication des rapports sociaux autour de la féminisation du travail et de la féminisation des résistances dans un contexte fort polarisé par des tensions politiques. La connaissance profonde en fait, des évolutions et des processus ainsi que des dynamiques de genre se développant dans les aires travaillées sont précisément celles qui permettent en somme de proposer de nouvelles approches, de construire, déconstruire et ou nuancer des regards sur des sujets qui malgré leur médiatisation sont loin d'avoir été épuisés. Je vais du coup laisser maintenant la parole à Diego pour qu'il puisse introduire plus spécifiquement la thématique et qu'on puisse passer en fait par la suite à la séance. Merci Tania, merci Kira et Caroline d'être venues, merci à vous aussi. Bonsoir à tous. Donc, moi je suis Diego Chuipoma, je fais partie du comité d'organisation de l'atelier cette année. Moi je suis péruvien, j'ai fait une licence en sciences politiques dans mon pays, après j'ai travaillé à mon université. Et ici je fais un master en 12e année de genre politique et sexualité à l'HESS.
Et donc, moi, je travaille un peu sur les côtés de trajectoire politique des femmes autochtones, notamment à l'Amazonie au Pérou. Et donc, je vais faire une petite introduction, un peu pour poser la question, pour essayer de répondre un peu pourquoi nous, en tant qu'atelier, on a décidé d'aborder ces sujets, qui pour nous c'est très important, c'est très intéressant, et bien sûr, en fait, avec des enquêtes de terrain qui ont développé Caroline et Kira, je pense que ça peut apporter beaucoup au débat. Donc, je commence pour dire que la conférence des femmes tenue au Mexique par l'Organisation des Nations Unies et la déclaration de l'année internationale des femmes en 1975 sont des données importantes pour comprendre le mouvement féministe en Amérique latine dans les 30 dernières années. À partir des années 1970, se développe une forte demande collective de femmes latino-américaines pour la ratification des conventions internationales sur les droits des femmes, l'adoption de législation contre la violence envers les femmes ou la mise en œuvre de politiques d'égalité des genres. Au milieu de ce processus, se produit une division dans le mouvement féministe latino-américain. D'une part, la professionnalisation des militantes rejoignant des acteurs étatiques et qui ont un contact direct avec la coopération internationale, créant ainsi une sorte de technocratie qui promeut l'égalité des genres dans les différents gouvernements latino-américains. D'autre part, les nouvelles organisations féministes des groupes en situation d'invisibilité, on va dire, par exemple les femmes autochtones ou les femmes afro, qui cherchent à attirer l'attention pour développer leurs demandes particulières. Lizeth Kova et Jo Condorera signalent que pendant les années 80 et 90 s'instaure une gouvernance néolibérale à l'Amérique latine avec des réformes macroéconomiques. L'institutionnalisation du féminisme étatique est questionnée pour son adoption d'un discours universel sur les femmes, sans lien avec les différents rapports de pouvoir, par exemple l'identité ethnique ou la diversité sexuelle. La création d'organisations exclusives des femmes autochtones se situe dans le cadre du développement du féminisme de la fin du XXe siècle et la mise en œuvre de politiques d'égalité des genres. La prolifération de nouvelles organisations de femmes latino-américaines générées au cours de ces dernières décennies a produit des tensions à l'intérieur du mouvement féministe, mais aussi au mouvement autochtone. Pour les femmes autochtones, l'attention principale a été focalisée sur la compatibilité d'un programme d'égalité des genres et le développement durable ou l'autodétermination de son territoire. Un agenda des femmes autochtones à divergence avec certains acteurs étatiques ou internationaux en termes d'intérêt économique, mais aussi idéologique. Par exemple, Sabine Masson montre que, dans les cas mexicains, les politiques contre la pauvreté ont renforcé les inégalités dans la division sexuelle du travail domestique, et dans les cas honduriens, les politiques d'empowerment économique pour les femmes artisanes comprennent une approche folkloriste. Alors, les mouvements des femmes autochtones a pour but d'énoncer ces contradictions dans le processus d'institutionnalisation du discours de genre. Selon Viveros Vigoya, la critique la plus importante se construit sur la base de la négation de l'universalisme dans ce féminisme, pour questionner par exemple l'hétérosexualité obligatoire, la dépendance des femmes en tant que classe sociale, la citoyenneté nationale, ou le récit des métissages qui masquent les oppressions contextualisées de processus coloniaux et postcoloniaux. Ces critiques conforment une des raisons pour lesquelles les femmes autochtones à l'Amérique latine ne se définissent pas comme féministes, des fois. Malgré ces tensions avec les acteurs étatiques et interétatiques, il est nécessaire de comprendre que ces femmes ont accédé à la négociation des agendas publics et que des questions privées se transforment en des questions publiques. Les enquêtes ont confirmé que la participation de ces femmes dans les ONG, les conférences internationales, au Forum mondial, a ouvert de nouveaux espaces de débat public en offrant au mouvement la possibilité de s'organiser à niveau international et national. Pour ces femmes, ces moments d'échange d'expériences est hautement politique. À partir de ce processus de trajectoire politique individuelle et institutionnelle entre les femmes autochtones latino-américaines commencent à se construire. Certains recherchent sur des pays latino-américains avec un grand taux de population autochtone, comme le Mexique, le Guatemala, le Pérou
ou l'Équateur ont réussi à décrire deux façons dont les femmes parviennent à accroître leur participation politique. D'une part, en créant des commissions ou des bureaux au sein de ces organisations autochtones qui cherchent à recevoir la demande particulière des femmes autochtones, et d'autre part, la création de nouvelles organisations exclusives des femmes autochtones qui travaillent à niveau national et international. Le processus de participation politique des femmes autochtones a conduit de nombreux dirigeants autochtones à remettre en question leur participation à des espaces de représentation autochtone, ou même au sein de leur propre organisation. Dans ce sens, les organisations de femmes autochtones construisent un agenda différent des organisations féministes métisses et des organisations autochtones traditionnelles. Alors pourquoi nous pensons que c'est intéressant d'aborder les cas péruviens? En premier temps, c'était parce que le Pérou et dans l'Amérique latine en général, s'est produit un processus de nouvelle politisation de l'ethnicité à la fin du XXe siècle. Et donc dans ce contexte, au Pérou, il s'agit d'une réforme macroéconomique néolibérale qui se développe à partir des années 90. Et à partir de ce processus, ça revient à une augmentation des activités extractives, notamment dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi dans le secteur minier. C'est pour ça a conduit à un contexte de médiatisation du conflit social où les organisations traditionnelles, qui on va dire des paysans, se transformaient aussi à de nouvelles organisations particulières contre les mines. Dans ce contexte de manifestations et de conflits socio-environnementaux, se développe aussi la dirigeance des femmes autochtones. Et donc cette image de la femme ou de l'agence politique des femmes autochtones, ça paraît être médiatisé. Justement, ce qui est important pour nous, par exemple, les questions qu'ont posées Kira Grieco dans sa recherche, c'est de comment est-ce que ces participations, ça devient médiatisé et pourquoi, on va dire, si c'est un nouvel sujet à chercher ou si c'est vraiment une participation qui a changé. C'est quoi la façon qui se développe à ce moment et comment ça se développe. Alors, on va dire aussi que malgré comme le contexte latino-américain, la trajectoire politique de ces femmes ne s'agit pas d'une trajectoire avec un bon fin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de problèmes, et aussi il y a l'imbrication des rapports de pouvoir, de l'ethnicité, mais aussi de genre. Donc, pour nous, c'est important de montrer des recherches qui ont fait des travaux empiriques et qui peuvent apporter déjà comment on peut utiliser, par exemple, des autres approches comme l'intersectionnalité ou des autres approches théoriques. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet et je passe la parole à Caroline. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de me permettre d'être ici ce soir et partager avec vous quelques réflexions sur la recherche de terrain. En particulier, moi je me centrerai sur des analyses que j'ai pu tirer d'un travail de terrain que j'ai mené début 2017 dans le sud des Andes péruviennes, dans la région de Cusco. Et je me centrerai plus sur la question de l'impact de l'activité minière sur la question du travail des femmes dans les communautés andines. Et Kira prendra la suite sur la question plus de l'organisation, si je ne me trompe pas, l'organisation sociale de résistance, de protestation contre ces mêmes activités minières. Alors, il nous semblait important d'abord de commencer par planter le décor et expliquer un petit peu quelle est la situation de l'activité minière au Pérou, qui n'est pas exceptionnelle au regard de ce qui se passe en Amérique latine, mais pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit notre recherche, il faut au moins en toucher un mot. Comme Diego l'a très bien mentionné, à partir des années 90, il y a des réformes néolibérales qui promeuvent en particulier l'investissement dans l'industrie extractive, c'est-à-dire minière, pétrolière ou gazifère. Il y a une réforme de la ley de tierra, c'est-à-dire une réforme de la loi qui régit la propriété de la terre des communautés autochtones, mais aussi des contrats, des accords de stabilité fiscale
Pendant les années 90, on voit une explosion de la quantité de métaux produits, que ce soit l'or, l'étain, le cuivre, etc. Et aujourd'hui, selon des chiffres d'associations comme Cooperaction, plus de 60% du territoire national est accordé en concession à des entreprises extractives. Sachant d'ailleurs que la loi de 2011 sur le consentement préalable, libre et informé des communautés indigènes et autochtones s'applique avec très grande difficulté, on voit qu'il s'agit effectivement d'une industrie en pleine expansion avec des droits reconnus aux communautés de façon assez limitée, donc un creuset particulièrement fort pour l'explosion de conflits sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans les contextes miniers en particulier? Aujourd'hui, au Pérou, on voit surtout ce qu'on appelle minería a tajo abierto, c'est-à-dire des méga-projets miniers qui impliquent des milliers d'hectares, qui génèrent en particulier des impacts sociaux et environnementaux très lourds. C'est-à-dire que la gourmandise en eau de ces industries est très importante, avec des questions d'assèchement de sources, mais aussi des questions de pollution des cours d'eau, qui provoquent des maladies, la mort de poissons, etc. Et donc une augmentation très importante des conflits socio-environnementaux au Pérou. Selon la Defensoría del Pueblo, dans les dernières années, plus de 70% des conflits sociaux étaient liés à des conflits socio-environnementaux. Et donc on assiste à ce que Maristela Svampa, une intellectuelle argentine, appelle l'environnementalisation des luttes indiennes. Ça se voit par exemple en 2012 avec la Marcha por el Agua, qui a eu depuis Cajamarca jusqu'à Lima au Pérou, mais aussi à Arequipa en 2015 autour du projet Tia Maria, les blocages à Cotabambas en 2016 qui ont régulièrement fait des morts, et donc une criminalisation poussée aussi face à ces mouvements sociaux qui contestent les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie minière. Un état d'urgence préventif, relativement illégal, mais répété de façon régulière en tant que stratégie de contention des mouvements sociaux, des violences policières mortelles et un harcèlement judiciaire et médiatique très présent contre les manifestants et manifestantes. Donc l'état des lieux étant posé, Espinar, voici sur la carte, donc dans le sud, Cusco, la région Cusco se trouve dans le sud des Andes et la région d'Espinar en particulier dans ce qu'on appelle les provinces hautes de la région Cusco, en moyenne à 3900 mètres d'altitude, donc c'est une altitude considérable où l'agriculture reste une agriculture de survie, c'est surtout beaucoup d'élevage. Les personnes qui habitent dans la région d'Espinar sont quechuaphones en grande majorité et se reconnaissent dans la dénomination de nation Cana. La grande majorité des gens vivent de l'élevage et de l'agriculture, donc de l'autoproduction et de la vente des surplus. Et il y a une forte tradition d'économie d'échange et de biens, donc à la fois le troc de biens et à la fois ce qu'ils appellent l'aini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je t'aide à travailler sur ton terrain et demain tu m'aides à venir travailler sur mon terrain, donc une réciprocité et qui n'implique pas normalement et traditionnellement des échanges monétaires, ce qui est quelque chose d'assez important auquel on reviendra après. Pour nous situer aussi, l'accès à l'eau est relativement limité dans la région d'Espinar, dans la province d'Espinar. Seuls 50% des foyers environ ont accès à l'électricité, 60% n'ont pas accès à l'évacuation des eaux usées, 60% n'a pas accès à l'électricité et 80% n'a pas accès à l'évacuation des eaux usées. L'analphabétisme féminin s'élevant à presque 1/5 des femmes. La relation de la province d'Espinar avec l'activité minière ne date pas d'aujourd'hui. Le projet minier Tintaya est intégré dans les années 80. C'était au début un projet public qui a été par la suite privatisé dans les années 90 comme beaucoup d'entreprises. En 2005 et en 2012 s'établit un convenio marco, donc des accords cadres pour négocier un certain nombre de bénéfices et d'accords qui sont passés entre l'entreprise minière et les communautés. Mais malgré tout ça, la province d'Espinar reste parmi les provinces les plus pauvres du Pérou. Donc on peut effectivement parler de promesses de développement frustrées depuis les années 80 où encore énormément de personnes se retrouvent dans des situations d'extrême pauvreté et d'agriculture de survie. Le conflit socio-environnemental se développe parce que les accusations de pollution augmentent au fur et à mesure que le temps passe.
D'abord, dans les années 80, les terrains utilisés pour le projet minier s'est fait avec des prix dérisoires, ce qui a d'ailleurs été relié à l'idée d'expropriation. Les cours d'eau s'assèchent, les poissons meurent, les maladies se développent tant chez les animaux que chez les humains. Et cela donne lieu, en particulier à Espinard, à des conflits socio-environnementaux majeurs, d'abord en 91, mais aussi en 2005 et plus récemment en 2012. Cela en corrélation avec les conflits autour de Maresiiguas, un projet qui allait dévier les eaux de la province d'Espinard vers la région voisine d'Arequipa pour des projets d'agriculture intensive. Dans ce cadre-là, j'ai pu donc faire des recherches de terrain dans les 8 communautés considérées comme directement affectées par le projet minier. Ce qu'on voit, c'est d'abord une évolution de la division sexuelle du travail de façon accélérée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un événement complètement nouveau, mais qui a été approfondi par la présence de l'activité minière. D'abord, on assiste effectivement à une monétarisation de la vie économique dans les régions minières. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, là où auparavant il y avait des trocs de biens et des échanges de services, aujourd'hui il s'agit de payer pour ces échanges de biens et de services. Un exemple flagrant est à côté d'Espinard, la province de Cotabambas, avec le projet minier Las Bambas, où dans des entretiens avec des comuneros et comuneras, on m'expliquait qu'avant on s'échangeait des services et aujourd'hui il faut les payer. Or, les personnes n'ayant pas accès à des revenus monétaires ne peuvent plus avoir accès aux biens et aux services auxquels ils avaient accès avant par l'échange. Donc la monétarisation des biens et des services est quelque chose qu'on voit particulièrement dans les régions minières où il y a beaucoup d'argent qui est injecté à travers la présence de travailleurs de l'entreprise minière, du projet minier, qui ne viennent pas de la zone elle-même, mais qui viennent de Lima, qui viennent des États-Unis, du Mexique et d'ailleurs. Et dans ce contexte de monétarisation de la vie économique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une différence d'accès aux revenus monétaires en fonction du genre. C'est-à-dire que dans les communautés, les accords avec l'entreprise minière et qu'un certain nombre de travail rémunéré va être accordé à la communauté de façon où on se tourne. C'est-à-dire s'il y a 200 personnes dans la liste des personnes enregistrées, il va y avoir 30 postes qui vont tourner entre les familles. Or, les personnes représentant la famille sont systématiquement des hommes. C'est-à-dire que le chef de famille qui a accès à ce travail rémunéré, offert ou promis par l'entreprise minière sont systématiquement des hommes. Donc, les femmes n'étant pas les représentantes de la famille, ce sont les hommes qui ont accès au travail rémunéré garanti d'une certaine manière par l'entreprise minière. Et de la même façon que Marisol de la Cadena dans les années 90 montre que les hommes commencent à migrer vers la ville pour avoir accès à un travail rémunéré et un salaire, les femmes ont tendance à être plus fixées à leur communauté. Donc entre un travail accordé par l'entreprise minière et des migrations qui sont plutôt masculines, effectivement, le travail salarial est plutôt masculin. A l'inverse, on voit une féminisation du travail non rémunéré, donc du travail non salarial, du travail qui n'est pas échangé contre de l'argent. Les femmes on assiste d'ailleurs à la féminisation de l'agriculture, c'est-à-dire que quand l'homme part travailler à la mine ou part à la ville pour un travail salarié, la femme va rester à la maison et s'occuper de toutes les tâches productives mais non rémunérées comme l'autoproduction, comme l'élevage et le travail dans les champs. D'une part, donc, le travail non rémunéré est de plus en plus féminisé, le travail d'agriculture est de plus en plus féminisé, mais aussi on voit que dans les régions minières, l'État considère que ça n'est plus une région pauvre parce que la mine est là pour apporter du développement. Que ça soit vrai ou pas, la perception de l'État est que la région d'Espinard n'est plus une région pauvre parce que l'entreprise minière apporte du développement. Donc tous les programmes sociaux comme par exemple le Programa Juntos sont de fait congelés. Et donc les femmes qui avaient accès à certains revenus monétaires, à des rentrées d'argent à travers ces programmes sociaux, avec tout ce qu'on peut en dire, et d'ailleurs Nora Negels critique de façon très intéressante ces programmes sociaux, n'empêche que ça impliquait des rentrées d'argent
monétaire pour les femmes qui du coup en sont privées avec l'arrivée de l'entreprise minière. Disons, en 20 minutes, je n'ai pas le temps d'aller de façon plus nuancée et plus approfondie. Je présente un petit peu des grandes lignes, des grandes pistes de réflexion. Il y aurait encore beaucoup à dire et beaucoup à nuancer, mais voilà en gros des tendances générales desquelles on peut parler. Et donc dans ce contexte d'évolution de la division sexuelle du travail où le travail salarié est plutôt masculin et le travail non rémunéré est plutôt féminin, ça a un impact réel négatif sur le travail des femmes. D'abord, ça implique une augmentation de la charge de travail pour les femmes. Parce que là où les travaux non rémunérés traditionnels dans la communauté étaient partagés entre hommes et femmes, aujourd'hui les femmes se retrouvent à assumer les tâches masculines et féminines à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire que si les hommes allaient faire paître les animaux et les femmes restaient à la maison pour cuisiner, aujourd'hui les femmes doivent se charger à la fois de la cuisine et à la fois de prendre soin des animaux. Si les hommes avant s'occupaient de construire la maison ou de réparer la maison et les femmes de s'occuper des enfants, aujourd'hui les femmes doivent faire à la fois la réparation de la maison et le soin des enfants. Donc c'est effectivement une augmentation des tâches que les femmes doivent assumer tous les jours. Mais l'activité minière impacte aussi négativement leur travail non rémunéré qui est l'agriculture et l'élevage, puisque l'affectation environnementale, la pollution des cours d'eau implique la mort massive de troupeaux, la mort massive des poissons et la stérilisation des champs. Donc leur travail non rémunéré, ce qui leur correspond puisque le mari est dans la mine en train de travailler pour son travail salarié, le travail non rémunéré des femmes d'autoproduction est celui qui se trouve sapé par l'impact environnemental des entreprises minières. Et finalement, on peut aussi constater une augmentation de la charge mentale qui est également un travail. Selon Paola Tabet, pour reprendre sa typification des 4 types de travaux féminins, le travail productif, reproductif, sexuel et émotionnel, et elle montre bien dans plusieurs de ses œuvres que le travail émotionnel et psychologique, affectif est aussi une forme de travail. À partir du moment où les enfants tombent malades, à partir du moment où les animaux tombent malades et que ce sont elles qui sont responsables de la prise en charge et des soins à apporter à toutes les personnes malades, l'affectation à la santé de toute la communauté et de tous les êtres vivants dans la communauté est à nouveau une charge de travail supplémentaire pour les femmes. Donc, pour reprendre les mots de Sylvia Chant, on assiste à une certaine féminisation de la responsabilité et de l'obligation, quand bien même les hommes ne travaillent pas, puisque régulièrement, les femmes m'ont expliqué qu'elles devaient travailler tout le temps, qu'elles sacrifiaient leur sommeil, même lorsque le mari n'était pas en train de travailler à la mine, puisque l'évolution de la division sexuelle des tâches fait qu'elles sont responsables de toutes ces tâches, de tous ces travails, et lorsque l'homme n'est pas en train de travailler pour un travail salarié, elle doit quand même assumer tout ça. Parce que aussi il y a une monétarisation de la vie économique, les besoins en termes d'argent augmentent dans les familles. Et malgré ce que je viens de dire et l'augmentation de toutes les tâches et de tout le travail non rémunéré des femmes, elles se voient également obligées de rentrer dans le travail laboral, dans le monde du travail rémunéré pour complémenter des rentrées d'argent qui ne sont pas suffisantes la plupart du temps. Et dans ces cas-là, il faut un petit peu nuancer le type de travail rémunéré des femmes en fonction de, en réalité, leur classe sociale. Puisque, comme on l'a dit, on ne peut pas avoir une analyse en termes de genre, en particulier dans un pays comme le Pérou, un pays qui a été colonisé. L'imbrication en termes de classe, genre, race n'est absolument pas... on ne peut pas faire l'impasse dessus. Donc, les femmes rentrent dans le marché du travail rémunéré également, et en plus de tout ce qu'elles ont à faire, selon leurs possibilités. Les femmes les plus pauvres et les plus socialement isolées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de famille en ville et celles qui n'ont pas d'enfants et celles qui n'ont pas les moyens économiques de pouvoir faire des migrations, ne serait-ce que temporaires, se trouvent les plus fixées et c'est celles qui pâtissent le plus en réalité de l'impact de l'entreprise minière puisqu'elles n'ont même plus de quoi manger. Celles qui, au contraire, ont des cousins, des cousines, des tantes qui peuvent leur donner un endroit où vivre en ville ont tendance à migrer de plus en plus souvent, ne serait-ce qu'à la journée, pour travailler dans la capitale provinciale qui est donc Yaouri, la capitale d'Espinar. Et pour elles, on voit une espèce d'insertion forcée dans le marché laboral en zone urbaine, mais qui implique un travail extrêmement précaire et extrêmement dégradé.
elles travaillent souvent comme ambulantes, c'est-à-dire qu'elles vendent des sucreries, elles vendent des petits objets, elles font du tout petit commerce. Ça implique de très très longues heures à travailler de façon très précaire, puisqu'elles vont dans la rue et elles sont à la merci des policiers qui viennent les déloger régulièrement, qui sont assez violents avec elles. C'est très mal payé et ça n'est vraiment que des petits compléments qui puissent leur apporter de quoi manger. Donc c'est un travail extrêmement long et exténuant. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que leur travail rémunéré, leur temps et leur effort est perçu comme valant moins que celui d'un homme ou d'une personne dans une autre situation. Puisque leur temps et leur effort de travail est moins payé, ça implique effectivement une dévaluation de leur temps et de leur travail. Malgré tout, beaucoup de femmes aspirent à avoir ce genre de travail parce que ça implique une autonomie économique réelle vis-à-vis des hommes et ça diminue leur dépendance vis-à-vis d'un mari potentiellement violent. Ce qui est intéressant aussi à Espinar, c'est que malgré tout, on voit toute une génération de femmes jeunes, mieux éduquées, qui parlent mieux l'espagnol, qui ont terminé au moins la secundaria, donc qui ont terminé le lycée, et qui ont accès à un travail salarié. Elle reste une grande minorité, mais certaines femmes ont accès à un travail, un travail salarié dans des travaux publics, qui est engagé par la mairie grâce au fonds que l'argent de l'activité minière rapporte. Et donc c'est intéressant puisqu'elles ont un travail pour le coup salarié, mais malgré tout, toutes les tâches reproductives et tout le travail à la maison ne leur est pas enlevé. Et il y a une réelle sanction sociale qui est infligée aux femmes qui travaillent. Et qui travaillent dans un espace salarié, dans un espace, disons, d'une entreprise. À la fois, on les traite de mala madre, donc de mauvaises mères, puisqu'elles ne se dédient pas de façon constante à leurs enfants. Elles sont des mauvaises mères et pour ça, elles reçoivent des critiques et des commentaires de façon systématique. Mais il y a aussi la question de la jalousie des maris qui, parce qu'elles fréquentent des collègues masculins, pensent que leurs femmes le trompent. Et on assiste à un certain nombre de séparations à cause de crises de jalousie des maris qui ne supportent pas une socialisation des femmes de cette génération un peu mieux éduquée, disons, qui a pu terminer l'éducation à l'école. Et un certain nombre de séparations et de fractions dans les familles qui choquent énormément beaucoup de personnes dans la région d'Espinar. Il y a une espèce de reconfiguration d'un certain nombre de rôles de genre autour de l'accès au travail salarié de certaines femmes qui, malgré le fait qu'il est quand même plutôt minoritaire, est extrêmement impactant pour beaucoup de personnes et c'est quelque chose dont les gens parlent très facilement quand on leur demande, quand on leur pose des questions autour du travail salarié des femmes. Et puis finalement, ce qu'on voit, et pour reprendre la notion de femme de service de Jules Falquet, il est impossible de parler des contextes miniers au Pérou et ailleurs sans parler du problème de la traite de femmes et du problème de la prostitution, où des femmes, à la fois des communautés environnantes, mais aussi venant d'autres communautés d'un peu partout dans les Andes péruviennes, se retrouvent à travailler dans des bars où elles sont payées à la commission et où la limite entre le travail en tant que serveuse et la prostitution n'est pas toujours très claire, mais aussi le travail de care, le travail de service, qui est en fait la prolongation de la division sexuelle des genres, la division sexuelle du travail, où elles font la cuisine, elles s'occupent du ménage, elles lavent les affaires, etc. Donc on voit dans le type de travail salarié qui est accordé aux femmes, beaucoup de choses qui rappellent la notion de femme de service de Jules Falquet. Et donc, pour tirer quelques conclusions de ces quelques analyses qui mériteraient d'être approfondies par davantage de travail de terrain, davantage de lecture, etc., quelques conclusions auxquelles j'arrive, c'est une certaine dévalorisation du travail des femmes dans ce contexte minier. D'abord, un creusement de la valorisation entre le travail rémunéré masculin et le travail non rémunéré de plus en plus féminin. On entend régulièrement des commentaires comme « Los hombres no valoran nuestro trabajo de artesanías, quieren dinero rápido », c'est-à-dire les hommes n'accordent aucune valeur à notre travail d'artisanat, ils veulent du travail, de l'argent rapidement, c'est-à-dire chez un certain nombre d'hommes, un changement dans leur conception
de la valeur du travail, qui est un travail salarié, un travail immédiat, alors que le travail des femmes de l'artisanat, de l'agriculture, de l'élevage est un travail sur du long terme et des rentrées d'argent 2-3 fois par an, mais en plus grosse quantité. Et d'autres commentaires comme el dinero machista lo vuelve al varón, poca cosa le hace a las mujeres y por eso los abandona. L'argent rend les hommes machistes, ils voient les femmes comme très peu de choses et c'est pour ça qu'ils les abandonnent. Donc un certain nombre de réflexions qu'on entend de façon récurrente et latente d'un sentiment de dévalorisation des femmes et de leur travail dans ce contexte minier. On voit donc aussi une plus grande dépendance économique parce que monétaire vis-à-vis d'un homme, et donc c'est effectivement des conditions propices pour l'approfondissement de la violence de genre qui par ailleurs se retrouvent assez régulièrement, même si de mon travail de terrain et jusqu'à présent je n'ai pas assez d'éléments pour montrer qu'effectivement avec le contexte minier la violence de genre empire. On voit aussi une sorte de durcissement des inégalités de répartition de pouvoir au sein d'un couple, avec des commentaires comme « Mi vida es un desastre, él se gasta en alcohol y no hay dinero para mis hijos », « Ma vie est un désastre, lui dépense tout l'argent dans l'alcool et il n'y a plus d'argent pour mes enfants ». Donc le fait que le travail salarié soit de plus en plus masculin donne du pouvoir à l'homme dans la négociation des dépenses de la famille pour lui et non pas pour la collectivité, pour la famille de manière générale. Et donc, ça me rappelle beaucoup ce que Rita Segato appelle le passage d'un patriarcat traditionnel de basse intensité à un patriarcat moderne de haute intensité. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cette analyse très intéressante qu'elle fait de l'arrivée des colons espagnols en Abya-Yala, dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine, mais où elle parle en fait d'un patriarcat qui existait mais de faible intensité et d'un durcissement des relations de genre avec l'introduction de la modernité occidentale, et qui est quelque chose que du coup j'ai l'intuition qui se passe dans ces contextes miniers. Ça en reste, ces conclusions sont encore préliminaires et il y aurait encore beaucoup de recherches à faire. Il y a un certain nombre de perspectives dans l'imbrication classe-genre-race à faire dans les communautés andines en contexte minier autour de Cusco. D'abord la question de est-ce que ces différences d'impact de l'activité minière impliquent des différences de posture face aux projets miniers entre hommes et femmes. On pourrait supposer que oui, il faudrait s'y intéresser. Comment a évolué la masculinité? Est-ce qu'elle est effectivement plus valorisée en termes socio-économiques, mais en termes raciales, comme le montre en se basant par exemple sur les analyses de Marisol de la Cadena, on peut supposer que c'est le cas. Il serait intéressant aussi de se pencher sur les questions de maternalisme et d'indianité plus importante des femmes dans l'activité minière. Est-ce que ça implique du coup pour elles une position plus critique vis-à-vis de l'activité minière? Quelles sont les stratégies individuelles et collectives des hommes et des femmes face au projet minier et à ses impacts? Et finalement, et c'est quelque chose que Kira a été exploré du coup à Cajamarca dans un contexte socialement, ethniquement un peu différent de Cusco, l'organisation des femmes en organisation mixte ou non mixte et quelles sont leurs positions sur la scène politique locale. Voilà quelques perspectives de recherche. De nouveau, ce sont des pistes de réflexion et d'analyse encore assez préliminaires. Il y aura beaucoup à nuancer, beaucoup à continuer à discuter et à débattre et à réfléchir sur le sujet. Voilà, merci. C'est juste pour préciser, j'ai commis la faute de ne pas présenter à Caroline, donc je vais lire rapidement le CV, française de sang et péruvien par choix. Caroline a milité dans les collectifs féministes cusquéniens, Género Rebelde, et a fait des travaux de recherche dans les régions minières autour du Cusco pendant plusieurs années avant son retour en France. Elle s'intéressait plus particulièrement à la fabrication des oppressions de genre, de classe et de race, s'inspire fortement des théories et pratiques décoloniales latino-américaines, ceci dans le but de comprendre le monde qui l'entoure pour mieux les changer depuis sa position à un moment précis dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, Caro. Du coup, juste au niveau du format, ce qu'on vous propose, c'est qu'en temps d'avoir les deux communications et puis qu'après on passe au débat en fait.
Pendant peut-être, Kira, que tu installes, je te présente. Oui, voilà. Donc moi je vais présenter Kira Greco, qui est anthropologue. Elle a récemment terminé en fait, son doctorat à l'EHESS, au CERN Monza américain. Sa thèse porte sur la reproduction des inégalités sociales et la politisation des rapports ethniques et de genre par les mobilisations d'opposition à l'exploitation minière dans le nord andin péruvien. Du coup, voilà, je laisse la parole à Kira pour qu'elle fasse sa communication. Merci Tania pour la présentation, Diego et les autres organisateurs, Caroline pour avoir très bien présenté le terrain et ses observations dans le sud du Pérou. Donc si je ne parle pas assez fort, vous me le direz. Donc moi je vais vous parler, donc je suis juste anthropologue, j'ai fait ma recherche au Pérou dans la région Cajamarca qui est dans le nord du Pérou. J'ai fait la recherche de terrain entre 2011 et 2013. J'ai tout récemment soutenu ma thèse. Donc quand on a fini la thèse, après on veut tout raconter. Donc j'ai essayé de me borner à une question particulière aujourd'hui. Et donc de vous parler donc, des conflits extractifs, dans mon cas des conflits miniers, et de la participation des femmes aux mobilisations contre l'extraction minière dans cette région dont je vous parlerai. Et si vous voulez, ce que je voulais aujourd'hui un peu poser comme question de début, c'est donc pourquoi depuis le début des années 2000, on voit de plus en plus des mobilisations, donc déjà des femmes autochtones et comme non autochtones, qui participent des mobilisations contre les activités extractives. Moi, je m'intéresse aux activités minières, mais on voit un phénomène assez similaire aussi dans les activités pétrolières, par exemple. Et certaines de ces femmes, donc, notamment Berta Cáceres, activiste hondurienne qui a été tuée en 2016 à son domicile, et Máxima Cunha, dont je vous parlerai après, prix Goldman 2016. Pourquoi certaines femmes deviennent les visages internationalement connus de ce genre de mobilisation et de conflit. Donc à quoi se doit cette visibilité? D'accord? En disant, bon, on pourrait imaginer que la visibilité dérive d'une soudaine implication des femmes qui étaient auparavant inexistantes. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je défends l'idée que les femmes ont toujours été présentes dans les mobilisations sociales de tout type, mais que normalement les mouvements sociaux ont une auto-représentation très masculinisée par laquelle la participation féminine n'est pas très visible, justement, elle passe à la trappe. Donc pourquoi tout d'un coup on a une sorte d'inversion de tendance dans la couverture médiatique, mais aussi le discours de présentation de soi de ces mobilisations. Donc pour donc je vais faire suite à ta présentation, Caroline. Je vais reprendre vite fait la question des genres et des activités minières. Donc quels sont les impacts genrés de l'activité minière tels que j'ai pu les observer sur mon terrain? Mais ça coïncide en grande partie avec ce que Caroline a décrit pour Cusco. Je vais ensuite vous parler de la question du genre dans les activités des mobilisations antiminières, donc notamment des femmes dans les mobilisations antiminières, et puis de la question plutôt de la représentation de cette opposition. Voilà, donc tant de masculinité que de fémininité. Donc, les impacts genrés de l'activité minière et des activités extractives en général sont un terrain qui est assez inconnu encore dans le milieu de la recherche, on va dire. Donc on a des publications là-dessus depuis la fin des années 2000, fin des années 2000, mais ce sont, comme je vous ai mis dans la diapo, surtout soit des rapports de la Banque mondiale ou de grandes ONG comme Oxfam, soit des initiatives plutôt militantes. Mais on a jusqu'à là assez peu de littérature scientifique, ce qui fait que quand on se retrouve à faire de la recherche de terrain, on est un peu perdu face à des nouvelles choses. Donc la région dont j'ai fait ma recherche, c'est la région Cajamarca, vous la voyez.
c'est tout au nord. C'est une région qui est partie andine, partie amazonienne. Et c'est une des nouvelles régions d'extraction minière. Donc le Pérou a une intensification et une multiplication des activités minières très importantes depuis le début des années 90. Ce qui a fait de ce secteur extractif un des enjeux politiques et économiques principaux de la nation péruvienne. Donc, entre 2005 et 2015, l'activité minière revient à environ 60% des exportations nationales. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et aussi, comme tu l'as mentionné, une source d'une grande partie des conflits socio-environnementaux dans tout le pays. Or, Cajamarca n'est pas comme Cusco une région historiquement minière. C'est une région dont le dernier grand projet minier date de la fin de l'époque coloniale. Donc, à partir de la fin du XIXe siècle, on n'a pas de grandes exploitations minières jusqu'à la fin, le début des années 90. Quand des nouvelles technologies d'exploitation à ciel ouvert rendent tout d'un coup rentable des régions où le minerai en fait se trouve dans des toutes petites particules dans le sol. Donc on n'a plus besoin de trouver la veine d'or, on va extraire l'or qui est dans la terre. Voilà. Et comment on va le faire? Ça va être fait par un type de travail extrêmement mécanisé sur grande échelle, qui demande des surfaces territoriales et des approvisionnements en eau très importants. Donc ce que je vous ai mis, ça c'est une photo que j'ai prise de Minera Yanacocha. Donc c'est un peu la compagnie minière qui lance ce nouveau cycle de mise en exploitation de la région en 92. C'est une mine d'or principalement, avec le cuivre et l'argent comme deuxième et troisième produit. Et juste pour vous donner une idée, donc la région Cajamarca, elle a à peu près la surface de la Belgique. Et Minera Yanacocha a donc non seulement l'exploitation, mais tout le territoire autour, aussi les campements miniers et tout ça. Donc tout le territoire qui est enfermé et de propriété de la compagnie fait à peu près la surface de Paris, intramuros. Donc on a quand même un encerclement d'un territoire très important. Aujourd'hui, ce qu'on vient de mentionner, c'est que donc en très peu de temps, l'activité minière est devenue la principale activité économique régionale. Donc elle contribue à peu près le 30% du produit régional brut, mais elle ne fournit que le 3% de la population économiquement active. En revanche, la région était principalement agricole auparavant, et l'agriculture ne contribue que le 10% du produit régional brut, mais à peu près la moitié de l'emploi. Donc voilà, c'est juste pour donner quelques éléments de contexte. Donc, parmi les impacts genrés de l'activité minière, je retrouve sur mon terrain beaucoup des choses que tu as déjà mentionnées. Donc, d'un côté, une diminution d'accès aux ressources naturelles, donc notamment au terrain de pâturage et à l'eau, ce qui a un impact majeur sur les activités d'élevage extensif et sur les activités agricoles, principalement féminines. Cette question de la masculinisation du travail salarié, qui a comme contrepartie une féminisation des activités de subsistance. Des programmes sociaux qui ne sont plus les programmes étatiques, car ces régions ne sont pas considérées comme des régions pauvres, voilà, parce qu'il y a justement ces ingressos, ces rentes minières qui arrivent. Donc on a des programmes sociaux qui sont mis en place par les compagnies minières elles-mêmes, mais qui souvent ne prend pas en compte, on va dire, les inégalités de genre et les inégalités ethniques sur le territoire, donc elles finissent par creuser. Si vous voulez, je peux élaborer après, mais je vais juste passer vite pour le moment. On trouve aussi des nouvelles formes de mobilité sociale, à la fois ascendante et descendante. C'est-à-dire, on a
dans la région en général, ceux qui étaient des classes moyennes qui se retrouvent appauvris et dépossédés, tout comme des rares paysans qui auparavant ont été catalogués parmi les plus pauvres de la région, qui par exemple ont réussi à avoir un travail à la mine, ou à constituer leur compagnie, ou à vendre leur terre à un bon prix, et du coup ils se trouvent élevés socio-économiquement. Et tous ces chamboulements sont extrêmement, sont extrêmement traumatisants par la société d'accueil, car tout se passe en 10 ans. Et toutes les stratégies que les familles mettent en place pour, par exemple, mettre de côté de l'argent, envoyer leurs enfants à l'école et essayer de rentrer dans les mécanismes d'ascension sociale qui marchaient auparavant, toutes ces stratégies se retrouvent retournées, se retrouvent invalidées. L'image, c'est un concours d'allaitement mis en place par la compagnie minière. Je ne m'étalerai pas dessus, mais si vous voulez, on peut en reparler. Car les programmes sociaux que j'ai pu observer, et ce n'est pas au centre de mon travail, mais c'était quand même très illustrateur de comment déjà la présence minière creuse les inégalités socio-économiques et la division sociale. La division sexuelle du travail, mais en plus les programmes sociaux demandent aux femmes une charge supplémentaire de travail pour venir à l'encontre des attentes de la compagnie, de qu'est-ce que c'est une maison bien tenue, quelles sont les bonnes règles d'hygiène et qu'est-ce que c'est être une bonne mère. Donc il y a toute une rhétorique aussi sur qu'est-ce que c'est être une bonne mère, on va vous apprendre à être des bonnes mères. Alors, comme je vous disais, moi j'ai fait mon travail de terrain entre 2011 et 2013 et à ce moment-là, il y avait dans la région Cajamarca des importantes mobilisations contre un nouvel projet minier de propriété de la compagnie dont je vous ai parlé avant, Minera Yanacocha. Ce nouveau projet s'appelle Minas Conga et il est maintenant paralysé depuis 2012, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il est abandonné, mais juste en suspens. Et c'était encore un projet très vaste de production de cuprifère, cobre, et dans une zone considérée hydrologiquement sensible, donc dans une zone où il y a plusieurs lacs d'altitude et qui est une zone de captation hydrique, d'où part, comment on dit ça? J'ai un vide sur la terminologie. Mais d'où part des cours hydriques qui approvisionnent plusieurs provinces dans la région Cajamarca. Donc les impacts potentiels étaient très importants pour toute la région. Dans ces mobilisations, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce processus de participation féminine et visibilisation de la participation féminine qui se consolide particulièrement en deux occasions. Donc une, c'est la Marcha de las Embarazadas, donc la marche des femmes enceintes qui a lieu en avril 2012 et où c'est organisé par les étudiantes de médecine de l'Université nationale. Et donc des femmes enceintes ou des femmes avec des coussins qui représentent la grossesse vont défiler en disant des slogans comme Agua con cianuro, mi hijo sin futuro, donc eau avec cyanure, mon fils n'a pas de futur. Donc en demandant l'interruption du projet Minas Conga, car les craintes sont de la pollution de l'eau qui affecterait toute la région et notamment la question des générations futures. Et ce qui est intéressant, c'est que cette initiative, qui finalement est assez petite, a des grandes répercussions médiatiques à l'échelle nationale, car les principaux
organes de presse vont par exemple dire que les femmes avec les coussins sont en train de simuler la grossesse, qu'en vrai il y avait seulement 2 femmes qui étaient vraiment enceintes, comme si c'était ça la question. Le ministre de la femme de l'époque, Ana Jara, va même menacer les femmes enceintes qui ont participé de la manifestation en disant qu'elles peuvent faire jusqu'à 3 années de prison pour avoir mis en danger les enfants qu'elles portent. Donc voilà, il y a vraiment une sorte un discours très menaçant et très criminalisant de la protestation en général et surtout des femmes protestataires. Ce qui amène aussi, ce qui encourage en vrai les organisations de femmes locales à mettre en place une deuxième manifestation qui a lieu en juin de la même année et qui est la Marcha de Mujeres et qui est vraiment une grande marche de femmes qui défilera dans toute la ville de Cajamarca, toujours en opposition au projet minier. Ce qui est intéressant, c'est que quand je posais la question aux militants et aux militantes, le discours, on va dire, officiel sur la militance des femmes, c'est quelque chose de complètement nouveau. Les femmes sont sorties de chez elles parce que la question de l'eau les touche directement en tant que mère et en tant que responsable du care de leur famille. Et les femmes ne sont pas politiques, surtout pas politiques. Donc elles sont là seulement pour le bien des autres. Ce n'est pas un désir individuel ou égoïste, c'est seulement pour... voilà. Donc ce discours-là, ce que moi j'appelle un maternalisme politique, donc on le retrouve tant chez les militants hommes que chez les militantes femmes, tout est axé autour de la maternité. Et il y a ce discours, cet argument récurrent de « les femmes ne sont pas politiques », qui est très intéressant car justement au Pérou, qui est un pays qui a vécu une sanglante guerre interne pendant toute la décennie 1980, l'activité politique reste très fortement criminalisée et voilà, la façon de se légitimer des militants, c'est justement de dire nous n'avons pas d'objectif politique. Donc les femmes se prêtent bien à incarner ce discours. Alors quand on va regarder de plus près, ce que moi j'ai fait en travaillant avec les militantes, moi ce que j'ai retrouvé c'est en gros que dans ces mobilisations on retrouvait 2 générations de femmes militantes. Une génération environ entre les 40 et les 70 ans, de femmes qui avaient des expériences militantes précédentes, qui avaient des expériences notamment soit dans des organisations religieuses, de théologie de la libération notamment, soit dans des organisations syndicales ou des partis politiques, soit dans des organisations paysannes, notamment les rondes paysannes. Donc si vous voulez, ces femmes-là appartenaient ou avaient des liens quand même à des mouvements et des organisations de gauche. Quoique droite et gauche, c'est toujours compliqué en Amérique latine, on n'a pas les mêmes référents, mais on va dire de gauche et de gauche extra-parlementaire, qui sont justement ces organisations que pendant la guerre interne se sont vues criminalisées et sont un peu parties, voilà, soit beaucoup de militants ont été arrêtés et beaucoup ont arrêté de militer ou en tout cas ont bien voilà, diminué leurs activités. Mais on trouve aussi une deuxième génération de femmes plus jeunes, entre les 20 et les 40, on va dire, qui sont à leur première expérience de militance, qui sont des femmes qui du coup ont accédé à l'activité militante après la démocratisation de 2000, donc qui n'ont pas vécu la guerre interne, mais elles ont peut-être des souvenirs, elles en ont entendu parler, mais elles ont accédé à l'activité militante après. Et qui ont aussi des liens soit avec des organisations religieuses, soit avec des ONG, soit avec les rondes paysannes. Donc si vous voulez, on voit une claire continuité dans les matrices d'engagement et dans les trajectoires militantes des femmes. Ce qui revient à dire qu'il n'y a rien de si nouveau en soi. Excusez-moi, je bois, j'ai très soif. Je parle trop.
J'en arrive à la question de la médiatisation. Donc, quand on regarde la représentation des mobilisations, on retrouve voilà, des représentations du genre à plusieurs niveaux. À l'échelle locale, ce qui est très intéressant, donc on retrouve des pancartes qui sont utilisées dans les mobilisations, où on a, donc ça c'est le président de la chambre de commerce de Cajamarca de l'époque, Jorge Vergara, et ça c'est le ex-président Ollanta Humala-Tasso, qui était président à l'époque. Et donc les deux, on les voit représentés comme des femmes et comme des prostituées, avec écrit Yanacocha, donc le long de la mine. Lui, il a la mine tatouée sur la cuisse. Donc tous des, comment dire, à la fois ces hommes de pouvoir, ces personnages politiques sont féminisés, ne sont pas seulement féminisés, mais ce sont des prostituées, donc ce sont des femmes voilà, immorales et déviantes. Et donc on voit une utilisation du genre, des normes de genre et des normes sexuelles comme une forme de critique politique. Ici on a donc ça c'est la fiche de la campagne électorale de Ollanta, avec écrit à côté Maricón, donc PD littéralement, Aguasi Oro non. Donc ça c'est le slogan de la mobilisation, oh oui et or non. Donc encore, on a une utilisation des normes sexuelles pour dire le président est déviant donc, par rapport à la masculinité normative. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vrais hommes, car ils sont en train, dans le discours militant, c'est formulé comme ça, ils sont en train de vendre la patrie. Ils sont en train de vendre la santé des habitants aux compagnies étrangères, etc. Alors, ce qui est important de ce discours, c'est que en fait, ça permet de voir comment les militants, au contraire, se servent des normes de genre, donc des fémininités et des masculinités normatives, des vraies femmes et des vrais hommes, pour se légitimer, pour légitimer leur cause. Je vais passer un peu vite, mais en gros, dans le discours militant, les militants hommes se représentent justement comme des vrais hommes qui sont en train de défendre la patrie, défendre le territoire, et de ne pas vendre leurs valeurs à des compagnies minières étrangères. Les femmes se représentent comme des vraies femmes, donc des mères qui descendent dans la rue manifester pour servir les intérêts collectifs et ceux des générations futures. Et ensemble, ces normes de genre, qu'est-ce qu'elles font? Elles symbolisent un ordre social traditionnel qu'on considère menacé par l'activité extractive. Dans ce contexte, ce que moi j'appelais le maternalisme politique, donc l'idée qu'on milite en tant que mère et uniquement en tant que mère, sert à la fois à légitimer la présence politique des femmes dans l'espace public, mais aussi à symboliser cette reproduction biologique et sociale à travers un médium. Fait intéressant, quand on regarde après la diffusion à l'échelle nationale, donc parce que là je vous parle de l'échelle locale, d'accord, donc de l'usage normatif qui est fait du genre et de la sexualité à l'échelle locale. Quand on regarde à l'échelle nationale et internationale, c'est un autre usage du genre qu'on retrouve, des images genrées en tout cas. On retrouve une médiatisation et une féminisation de l'opposition locale aux activités minières. Donc notamment, dans la diffusion internationale, on trouve la figure de Maxima Cunha, donc qui est une femme paysanne de la région Cajamarca qui, depuis 2011, refuse de vendre,
refuse de céder son terrain à la compagnie minière Minera Yanacocha, donc il y a tout un contentieux là-dessus. La compagnie minière déclare avoir acheté le terrain, Maxima nie l'avoir vendu. Ça va passer tous les niveaux, tous les tribunaux du tribunal local jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Maxima va gagner la cause, ce qui est très, symboliquement très important. Et elle va gagner en 2016, comme je vous disais, le prix Goldman pour les défenseurs de l'environnement, donc un prix très prestigieux à l'international. Elle va voyager jusqu'à San Francisco pour recevoir ce prix, etc. Donc l'histoire de Maxima a une énorme circulation médiatique. Pourquoi? Alors pourquoi elle? Son histoire est certes, inspiratoire, inspiring, je ne sais pas, inspirante, merci. Donc son histoire est certes inspirante, mais à nouveau, je dirais que ça ne suffit pas pour expliquer pourquoi elle a tant de succès. Pourquoi elle a tant de succès aussi, c'est qu'elle est un peu la victime résistante par définition. C'est une femme paysanne, humile, pauvre, qui n'a pas d'éducation, etc. Donc elle incarne un peu la subalterne, non? Et en même temps, elle ne se laisse pas faire, elle continue à s'opposer à la compagnie minière. Donc ça, voilà, pour les médias, c'est quelque chose qui résonne avec les imaginaires collectifs. On retrouve, alors moi j'ai regardé entre 2014 et 2016 tous les articles, les documentaires qui ont été produits autour de Maxima, et ce que j'ai retrouvé, c'est aussi une progressive association de sa personne avec le territoire où elle a son terrain, où l'exploitation minière va se faire, ou devrait se faire, et donc une progressive association entre elle et la terre et l'eau qu'elle défend. Voilà. Donc on va retrouver des dénominations comme la Dama de la Laguna Azul, la Dame du lac bleu, des poésies, des poèmes qui lui sont dédiés, Maxima la tierra eres tu, Maxima la terre c'est toi, et toute une série de choses. Et cette association entre Maxima et le territoire de future exploitation minière se traduit aussi, entre autres, dans une féminisation de la ressource, en eau notamment, qu'on retrouve dans sa plus grande expression, on va dire, dans ce documentaire que peut-être quelqu'un a entendu parler, très beau. Donc c'est un docu-fiction qui s'inspire de l'histoire de Maxima, mais ce n'est pas elle la protagoniste. Donc la protagoniste, c'est une autre femme indigène, on va dire paysanne, en tout cas quechuaphone, Nelly Dayay, qui tout au cours du film parle, elle entretient un dialogue, un monologue avec la mère eau, donc la Yakumama, en parlant avec la mère eau et en disant, en tenant un discours sur l'importance de la mer eau pour la vie et les nuisances ou les désastres écologiques qui est liés à l'activité minière. Alors, ce que moi je vois dans cette médiatisation accrue de l'histoire de Maxima et de la féminisation de la ressource, c'est que finalement on retrouve une reproduction de ces systèmes binaires, des dichotomies, non, entre homme-femme, culture, nature, violence, victime. Donc la femme est victime, elle est associée au milieu naturel qui doit être protégé car l'eau elle-même est femme quelque part. Donc on retrouve une reproduction un peu sans fin de ces imaginaires-là. Alors pour conclure, je pense que je prêche un peu à des convertis là, mais je vais quand même le faire. Je dirais que la perspective de genre dans l'étude des activités extractives et de la militance peut vraiment nous apporter beaucoup de choses. Donc moi, dans ce qui me concerne, ça m'a vraiment aidé à la fois
voir ces effets différentiels des activités extractives sur le terrain. Ça m'a aidé à déconstruire ce mythe de l'apolitisme féminin que les militants même reproduisaient à l'infini. Ça m'a aidé à identifier la valeur symbolique des normes de genre, donc, que je ne partage pas forcément, mais qui ont un rôle dans ce contexte et un rôle politique. Et finalement, ça m'a aidé à pouvoir analyser les représentations médiatiques comme une reproduction et une naturalisation des rapports sociaux de sexe. À nouveau, on partage ou pas? Est-ce que c'est seulement un enjeu stratégique à des moments? Voilà, c'est toute une question vraiment dans la longue durée aussi de la militance et des effets de la militance. Voilà, je vous remercie. Alors il est 19h25, je pense qu'on a une demi-heure peut-être pour essayer d'échanger, voilà, le public, les intervenantes, et puis on a la salle quand même jusqu'à un petit peu plus tard aussi pour pouvoir continuer à discuter informellement du coup, voilà. Là, libre à vous en fait de poser vos questions. Moi j'ai plein de questions, mais je pense que c'est mieux peut-être de laisser la parole aux personnes qui sont venues. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai deux petites questions de toute façon. Sinon, la première, c'est pour Caroline. Tu as bien parlé justement du sujet de prostitution, des travails sexuels autour des activités minières. Et moi, je me demande aussi du problème de l'alcool, que c'est aussi... normalement, il y a beaucoup de stéréotypes de personnes, des Andes qui consomment beaucoup de l'alcool. Et après, il y a beaucoup de recherches, notamment faites par les ONG, qui développent un peu le sujet en disant que l'alcool, ça a devenu aussi une addiction plus approfondie. Et donc, un peu pour voir si tu as quelque chose du côté du cas Espina. Et pour Kira, c'était juste si est-ce qu'il n'y a pas une chose qui a changé on va dire, les femmes ont continué à faire la politique, c'est une autre façon de faire la politique. Donc je me demande, c'est spécifiquement dans ton terrain, à part de la manif des femmes enceintes, de la manif des femmes exclusives, il y a une autre façon de faire la trajectoire politique des dirigeants. On connaît déjà que les ONG, les groupes, les discours de genre, ça donne beaucoup de ressources, on va dire, économiques, etc. Mais si tu as trouvé des autres façons de le faire. Oui, la question de l'alcoolisme est quelque chose de récurrent. Disons, la question, les réflexions, les discours autour de l'alcoolisme est quelque chose de récurrent dans les Andes. À un tel point d'ailleurs que énormément de sectes chrétiennes sont en train de rentrer avec la promesse d'éradiquer le problème de l'alcoolisme et de la violence domestique qui est liée, et beaucoup de personnes dans les communautés andines se convertissent à un certain nombre d'églises protestantes pour éradiquer la question de l'alcoolisme. Et donc oui, c'est effectivement une question très pertinente et à laquelle je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur la question de la relation entre la masculinité et la question de l'alcool depuis un point de vue personnel. De mon expérience dans la ville de Cusco, sans parler d'ailleurs d'une question de recherche de terrain scientifique, j'ai pu constater des relations entre la masculinité et l'alcool dans les villes de Cusco métisses qui, en tant que personne qui a grandi en France, m'ont interpellée. La question de l'alcoolisme dans les communautés andines, je pense que, et en particulier en contexte minier, il y a différents points à soulever. D'abord, je pense qu'il y a de plus en plus d'accès aux alcools durs parce qu'il y a de plus en plus d'accès à l'argent. C'est-à-dire que si avant, l'alcool qui était consommé, c'était de la chicha, donc la bière de maïs fermentée, qui était produite de façon locale et de façon artisanale, ou de la bière éventuellement, devient de plus en plus une consommation de pisco, de cañazo, d'alcool, de liqueurs à 40% qui sont importés d'ailleurs, parce qu'il y a
un accès à l'argent qui est plus important. Mais cet accès à l'argent est aussi lié d'une certaine façon à un ressenti d'accès à la modernité, d'accès à l'urbanité, d'accès à une masculinité plus métisse, plus criolla, qui fait que en ayant accès à l'argent, il y a une espèce de revendication que je ne suis plus aussi indien qu'avant et je vais consommer des boissons alcooliques plus fortes, justement pour marquer cette différenciation. Il y a une progression sociale, donc j'arrête de boire de l'alcool moins forte et j'en bois. Donc je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur la question de quel type de consommation d'alcool, dans quels espaces sociaux d'ailleurs, parce que très souvent, l'entreprise minière est celle qui donne de l'accès à l'alcool, puisque dans les négociations entre les communautés et l'entreprise, il y a le fait de sponsoriser des événements sportifs en offrant des t-shirts, mais aussi en offrant des caisses de bière. Ça fait partie des types de négociations entre les communautés. Évidemment, les caisses de bière sont à usage plutôt masculin, puisque les femmes doivent s'occuper des enfants pendant ce temps-là. Donc oui, l'entreprise minière encourage cette consommation d'alcool, mais parce que c'est aussi quelque chose qui est demandé par les hommes des communautés. Je pense qu'il y a aussi un rapport avec l'alcoolisme en tant que mécanisme pour gérer un certain nombre de durcissements des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la violence dans les rapports sociaux qui se traduisent par une augmentation, une recrudescence de la délinquance, des viols. Enfin, il y a vraiment, dans les contextes miniers, il y a un durcissement des rapports sociaux et je me demande si, quelque part, et là pour le coup c'est plus des hypothèses que des affirmations, l'alcool n'est pas un mécanisme de soulagement psychologique et émotionnel face à ce durcissement des rapports sociaux. Par contre, et le rapport avec la prostitution a clairement un rapport avec l'alcoolisme, puisque la prostitution se passe notamment dans des bars dans lesquels les hommes vont et consomment de l'alcool en même temps qu'ils consomment des femmes. Donc oui, il y a un lien, mais je pense que la question de la prostitution ne se réduit pas à ça. Il me semble que ce lien est, disons, un parallèle intéressant, mais la question de la prostitution, pour moi, va bien au-delà, et la prostitution et l'alcoolisme sont les deux symptômes, en réalité, d'un durcissement des rapports de genre et d'une revalorisation de la position sociale des hommes à travers un accès facilité à l'argent et au travail salarié, et donc à travers ça, et je me base un peu sur Marisol de la Cadena pour dire ça, mais cette désindianisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accès à un travail salarié, je suis moins indien, donc je suis socialement supérieur, et donc je marque cette supériorité avec la consommation d'alcool et avec la consommation de femmes. Alors oui, tout à fait, il y a des... comment dire, il y a des éléments de continuité, il y a sûrement aussi des éléments de nouveauté. C'est vrai que, alors je pense que ça a évolué depuis, mais ce que je constatais sur le terrain, en 2011, 2012, 2013, était justement qu'il y avait un intérêt croissant des ONG pour la militance des femmes, et pour les organisations non mixtes de femmes, notamment. Et ce qui était intéressant, c'est que donc cet intérêt des ONG faisait pression quelque part sur les leaders masculins de la mobilisation pour faire de la place ou pour donner de la visibilité justement aux organisations féminines. Cela dit, il n'y avait pas vraiment encore, mais surtout, voilà, je doute pas que les choses ont évolué depuis, mais il n'y avait pas une véritable démocratisation, par exemple, des positions de leadership ou des cercles décisionnels du mouvement social. Donc les femmes étaient très visibles, mise en valeur dans le discours de militance, mais finalement quand les principaux leaders sociaux se réunissaient pour décider le jour de la manif ou la stratégie à adopter, il n'y avait pas une femme parmi eux. Donc c'était quelque chose que les organisations justement féminines pointaient du doigt, mais elles n'avaient pas trop de la marge de manœuvre là-dedans. Je voulais aussi mentionner une chose, c'est que c'est intéressant,
le discours de militance revenait à se auto-affirmer, à prendre pour soi ce rôle social de la bonne mère, qui était légitimement. Cependant, les normes sociales, je dirais en général, sont un peu traîtres parce qu'on est toujours dans le danger de tomber de l'autre côté du bord. Donc les femmes militantes, dès qu'elles sortaient un peu des rangs ou elles menaçaient un peu trop, par exemple, certains leaders dans leur position de pouvoir à l'intérieur d'une organisation, pouvaient se voir accusées d'être en fait, elle n'est pas vraiment une bonne militante, elle n'est pas vraiment une bonne mère, elle est en train de délaisser sa famille pour aller à la manifestation, etc. Donc, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait on va dire une double pression à la fois du côté des familles. Lorsque les familles n'étaient pas forcément très engagées ou très en faveur de l'engagement féminin, elles pouvaient faire pression à la fois économique et sociale pour que les femmes abandonnent leurs activités militantes. Et dans les organisations mixtes, on avait des compagnons de lutte qui pouvaient retourner le discours en les accusant par exemple d'être des femmes qui couchaient à droite, à gauche, etc. Donc on va dire que la légitimité féminine tenait à très peu. Ce qui est intéressant, c'est que je suis retournée sur le terrain en 2007, tout brièvement, après un colloque à Lima. Et donc je suis retournée 2 semaines, j'ai pas eu vraiment eu le temps de faire du terrain, mais j'ai pu avoir des conversations avec certaines femmes militantes avec qui j'avais fait mon terrain quelques années avant. Et elles m'avaient parlé du fait que par exemple l'agenda de leur organisation avait évolué. Et une des choses qui n'était pas du tout sujet de conversation quand moi je faisais mon terrain, l'était devenue, et c'était notamment la question de la violence de genre dans le mouvement social. Donc la question, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup des violences policières, à juste titre, mais on ne parlait pas du tout de la violence de genre à l'intérieur des organisations militantes. Parce que le moment était très tendu, la situation était très polarisée, et ce n'était pas quelque chose d'important. Et entre-temps, la situation est plus détendue et c'est devenu quelque chose d'important. Et donc c'est quelque chose dont maintenant on discute. Voilà. Oui. Alors, derrière, d'abord. Je me demandais si vous aviez pu faire du terrain du côté des lignes informelles. Et est-ce que ça pouvait engendrer ou quelle comparaison on pouvait faire du traitement. Il y a un autre... Oui, s'il vous plaît. Je me demandais par rapport à cette essentialisation des normes de genre féminin comme stratégie politique, est-ce que sur place ou à proximité dans le pays, il y a des autres groupes de femmes en lutte qui critiquent cette stratégie politique en disant voilà, que ça peut être aussi un peu pernicieux de rentrer dans ce jeu-là. Oui, on regroupe les gars. Oui. Oui, Carole. Surtout parce que tu as parlé de la politique des entreprises sur la communauté de Cajamarca et d'autres. C'est comment ça se passe, il y a un dialogue ou pas entre les associations de femmes ou les gouvernements et les entreprises, s'il existe ce dialogue ou pas, ou sont vraiment isolés, ça se passe. Comment elles sentent cette association s'il y a un dialogue. Et les gouvernements aussi, la réponse. Peut-être, il me semble qu'il y a une dernière question. Oui, non, c'est juste par rapport aussi à ce qu'a dit Diego et toi, Caroline. Disons qu'il y a une espèce de conceptualisation du travail du sexe comme un problème. Et Diego, tu l'as comparé par exemple à la consommation d'alcool excessive. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir... est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, conceptualiser le travail du sexe comme un travail du cœur qui a du mal à se monétiser parce qu'il y a une censure sociale et pas forcément a priori comme
un problème. Voilà, voilà. Enfin, après, il faudrait se positionner du coup par rapport à travail du sexe, mais du coup, voilà, c'est Alors, par rapport à la première question sur les mines informelles, j'ai rapidement pu faire du travail de terrain dans la province qui est limitrophe avec Espinal, qui s'appelle Chumivilcas, et dans lequel il y a effectivement beaucoup de mines informelles. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ce terrain-là, parce que les tensions intracommunautaires sont beaucoup plus importantes. Et à l'intérieur même des communautés, il y a des gens pour et des gens contre l'exploitation minière, parce qu'il y a des retombées économiques qui leur sont beaucoup plus favorables, beaucoup plus directement. Alors ça a été un travail de terrain très bref, sur lequel je ne me suis pas du tout intéressée, enfin je ne me suis pas du tout intéressée, c'est faux, je m'intéresse toujours à la question du genre, mais de façon beaucoup moins centrale, et avec un temps beaucoup plus limité, j'y étais que quelques jours, mais il me semble que de manière générale, c'est quand même beaucoup plus les femmes qui s'occupent des travails reproductifs, et donc du coup l'inquiétude sur l'impact environnemental est plus importante de toute manière. Mais étant donné qu'il y a des retombées économiques pour leur famille, en fait ça dépend beaucoup des familles dans lesquelles la négociation à l'intérieur de la famille est possible ou pas. Disons, le contexte est plus complexe, je pense. Et j'ai honnêtement pas assez d'éléments pour pouvoir vraiment rentrer dans ces discussions. En Bolivie, toutes les personnes qui ont étudié la Bolivie et le contexte extractif bolivien ont beaucoup plus d'éléments pour répondre à ces questions-là, parce qu'effectivement les coopératives minières sont plus semblables aux mines informelles à Cusco. Maintenant, quand je parle des mines informelles dans les Andes, c'est effectivement plutôt géré par les communautés, alors que par exemple dans l'Amazonie, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même beaucoup plus organisé et à beaucoup plus grande échelle, donc avec des organisations mafieuses plus importantes. Dans les Andes, ça reste quand même de la petite exploitation minière artisanale. Donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. Sur la question du travail du sexe, je pense qu'il y a vraiment deux choses sur lesquelles il faut séparer complètement. Il y a d'abord une question de traite de personnes pour de l'exploitation sexuelle et du travail sexuel. Ce qui pose fondamentalement problème, c'est que dans toute la région de Cusco, effectivement, il y a beaucoup de traite de personnes, avec des promesses pour un certain type de travail, et on enlève aux femmes, aux jeunes filles en particulier, parce que c'est des adolescentes, elles ont entre 11 et 17 ans, on leur enlève leurs documents d'identité, elles sont interdites, elles ont pas le droit de sortir, elles sortent jamais en réalité des maisons, etc. Donc il y a d'abord la question d'un consentement au travail qu'elles sont en train de réaliser qui n'est pas du tout évident, d'autant plus qu'il s'agit de personnes mineures. Et puis il y a aussi un certain nombre de jeunes femmes qui travaillent dedans parce que c'est du travail bien rémunéré et qui, quand il y a des interventions de la police pour les libérer, effectivement elles s'échappent et elles vont se mettre dans une autre maison close. Donc il y a effectivement un certain nombre de jeunes filles qui font ça de façon délibérée et totalement légitime. C'est mon point de vue personnel là-dessus. Effectivement, il y a des femmes qui font un travail qui s'assimile à la prostitution et qui savent ce qu'elles font, etc. Maintenant, le problème se pose effectivement quand il y a des questions de traite. Et la question de la traite de personnes est très systématique. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont parties de leur environnement familial, avec un certain nombre de mensonges, avec un certain nombre elles ingèrent de façon presque forcée de l'alcool pour réaliser un certain travail, elles ne peuvent pas se libérer, etc. Et beaucoup de filles ne veulent pas retourner non plus au moment d'être libérées par les interventions de police, ne veulent pas retourner dans leur communauté à cause de la stigmatisation de leur sexualité qui passe. Donc la question du consentement par rapport au travail qu'elles font est très très compliquée, parce qu'elles sont mineures, à cause de la sanction sociale qu'il y a derrière, et à cause des conditions d'exercice du travail qu'elles subissent en réalité. Et encore une fois, à vue de nez, de façon très large, il y a effectivement quelques jeunes femmes qui le font comme un travail et qu'elles l'assument comme un travail, mais ça pose quand même un problème structurel
vraiment très très important. Dans un contexte extrêmement classiste, extrêmement raciste, extrêmement discriminatoire, etc. Je vais prendre en ordre. Les orpailleurs, j'avoue, je ne me suis pas du tout intéressée. Il y en a très peu dans la région où j'ai travaillé et pas dans les provinces où je me suis intéressée. Il y a des petites activités d'orpaillage dans la province de Carabam, donc je pense à côté, où il y a d'ailleurs des projets miniers, des grands projets miniers en concession qui font conflit entre les orpailleurs et le projet qui vient s'installer. Mais je saurais pas, j'en saurais pas plus. Il y a Jérôme Fredneau qui est un géographe qui a fait sa thèse à Paris, qui fait sa thèse à Paris 7, qui fait son mémoire de master là-dessus, si ça vous intéresse. Pas spécifiquement sur la question de genre, mais sur la question de l'orpaillage et du rapport au territoire. Donc sur la question de l'essentialisation et du débat là-dessus, alors je ne dirais pas qu'il y a vraiment un débat en termes de est-ce qu'on essentialise ou on n'essentialise pas. Voilà, ça c'est plutôt, je pense, une terminologie que les chercheurs plaquent sur voilà, une variété de stratégies de lutte. Il y a évidemment des discussions entre les organisations et entre les mêmes organisations sur, par exemple, qu'est-ce qu'on veut revendiquer, qu'est-ce qui est au centre de nos revendications. Et donc moi, quand j'étais sur le terrain, je m'intéressais à une organisation de femmes en particulier qui venait de se constituer, qui était assez petite, il y avait 7 femmes dedans. Voilà. Et c'était très intéressant parce que la première réunion, on va dire, fondatrice de l'organisation, elles se sont retrouvées à discuter de donc, quels sont nos objectifs. Alors clairement, la raison pour laquelle elles s'étaient réunies, c'était de se mobiliser contre l'extraction minière et le développement minier territorial. Donc ça, tout le monde était d'accord. Mais tout le reste faisait un peu discuter. Et notamment, il y avait la question de est-ce qu'on va parler des problématiques spécifiquement féminines, par exemple les grossesses non désirées. Et il y avait les femmes généralement plus jeunes, professionnelles, etc., qui avaient envie de parler de ça, et les femmes un peu plus âgées, qui en revanche considéraient que c'était un sujet off-limits. Donc on n'en parle pas, mais surtout, c'était pas seulement on n'en parle pas parce qu'on n'est pas d'accord, par exemple, avec la décriminalisation de l'avortement. C'était la position de certaines, mais pour d'autres, c'était je serais même d'accord, mais le sujet est trop clivant, il est trop politisé, et donc là, on va se tirer une balle dans le pied si on la sort dans un contexte déjà politiquement compliqué, et de criminalisation de la population, etc. Donc c'est tout à fait, ce sont des sujets que par exemple les ONG, les organisations autodénommées féministes, plutôt urbaines et plutôt de la capitale Lima, portent et dont elles discutent avec ces organisations plutôt rurales ou provinciales. Mais donc, il y a une conversation là-dessus, mais ce ne sont pas des thématiques qui sont portées pour le moment par ces organisations-là. Ce n'est pas ce n'est pas tout au long de l'agenda, on va dire. Sur la question de projets sociaux mis en place par les mines, il n'y a pas ce ne sont pas du tout des projets participatifs. C'est vraiment du top-down, vieille manière, fait plus ou moins recalqué sur les projets sociaux institutionnels qu'on trouve péruviens, mais qu'on retrouve ailleurs en Amérique latine, par exemple le programme Juntos. Donc l'idée de base est à peu près la même. Et il faut dire qu'il n'y a pas non plus, au moins dans la zone où moi j'ai travaillé, il n'y avait pas des organisations de femmes rurales dans la région d'influence minière qui pouvaient vraiment se présenter comme interlocuteurs. Mais en général, il n'y avait pas non plus... Ce qui était intéressant, c'est que ces projets sociaux sont mis en place par donc, tout un bureau
toute une section, on va dire, du programme de responsabilité sociale qui s'occupe des relaciones comunitarias, donc des rapports de communauté. Et ce sont notamment, généralement, des femmes, mais des femmes urbaines, métisses, éduquées avec une éducation supérieure. Et du coup, on a vraiment le rapport, on va dire, de race et de classe qui filtre l'intervention sociale. L'idée étant que les femmes paysannes ne savent pas s'occuper de leurs enfants, ne savent pas préparer les aliments comme il le faut, etc. etc. Donc, et c'est intéressant parce que c'est très... Ça rappelle, j'ai lu pas mal après des politiques hygiénistes, on va dire, qu'on retrouve partout en Amérique latine depuis le début du XXe siècle, et on est tout à fait là-dedans. C'est carrément, voilà, l'hygiénisme et la civilisation par les normes d'hygiène. Et juste une chose sur la question du travail sexuel, je pense que c'est très intéressant comme question et intéressante ta réponse aussi. À Cajamarca, il y a je n'en ai pas parlé, mais la représentation des personnages politiques comme des prostituées fait aussi écho à tous des discours de, on va dire, pollution sociale qui est associée à l'activité minière. Donc on dit que depuis qu'il y a des activités minières, donc l'eau est polluée, l'environnement est pollué, mais surtout la société a changé, donc il y a beaucoup de criminalité, il y a de la prostitution et il y a du jeu d'hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que ces figures iconiques qui, à nouveau, on retrouve un peu dans les narratives de l'activité minière ailleurs, aussi en Bolivie, parce qu'à la Psy en parle par exemple, ce sont tous des figures iconiques, on va dire, de la pollution sociale, du changement, qui sont déviantes par rapport aux normes sociales et aux normes de genre, voire de la sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces figures sont censées, dans le discours, on va dire, local, sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc on dit les mineurs sont des gens qui viennent de la côte, de Lima, etc. Ce ne sont pas des locaux. Les joueurs d'hasard, c'est à nouveau des mineurs ou parfois des locaux qui ont été rendus malades par l'argent facile. Et les prostituées, on les représente comme étant des femmes d'Amazonie qui, souvent jeunes, et là aussi on a il y a tous des stéréotypes sur les femmes amazoniennes qui sont des femmes donc racisées, dont la sexualité est supposée être plus précoce, dont on a une experte dans la salle, Maïlis, qui fait sa thèse là-dessus, entre autres. Et donc il y a tout un discours sur tout ça, ça vient d'ailleurs. D'où aussi le renforcement d'une idée d'une société traditionnelle régie par des normes sociales et de genre voilà, traditionnelles à nouveau. Il faudra définir la tradition pour faire face à ce monde minier pollué, contaminé, corrompu. Voilà. Donc, merci Kila et Caroline. Juste pour annoncer, la prochaine séance de l'atelier, ça sera sur le travail invisibilisé des femmes, les cas du Caire au Chili et du Mont Casaler au Pérou, avec Sébastien Pizarro et Charine Hera qui nous accompagnent. Oui, et juste du coup, on n'a pas trop eu le temps d'échanger, de discuter. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on continue à le faire en fait autour des petits trucs à grignoter et à boire. Donc du coup, moi, je vais juste revenir en fait sur une annonce, parce qu'il y aura aussi le 29 novembre pour donner un peu dans la continuité de cette séance. Il y aura aussi une conférence qui est organisée le 29 à 18h, qui s'intitule justement Droits des femmes autochtones face au modèle extractiviste, où il y aura Rocío Silva Santisteban, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, Maria Luzmila Bermeo Chuinda, Christophe Ventura, enfin bref, il faut juste s'inscrire. Donc vous pouvez trouver l'événement sur Facebook si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est, voilà, après tout ce qu'on a pu discuter, écouter aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour prolonger un petit peu les échanges. Il y aura aussi la présentation du livre Mujeres y conflictos ecoterritoriales, du coup de Rocío Silva Santisteban.
Et du coup, je laisse Caroline en fait revenir sur le 24 novembre, sur lequel on avait un petit peu parlé. Et puis après, Oui, j'ai mal fait mes devoirs et j'étais censée demander aux compañeras plus de détails. Mais le 24 novembre, il va y avoir la marche dont vous aurez probablement entendu parler contre les violences sexistes et sexuelles, à l'occasion du 25 novembre, donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il va y avoir plusieurs cortèges, dont un auquel s'associe Alerta Feminista, qui est nous aussi, qui essaye de visibiliser un certain nombre d'oppressions systématiques dans le spectre du genre, l'imbrication classe, genre, race, justement, où les plus précarisés en France dans leur travail sont souvent aussi racisés, sont de plus en plus exploités avec les politiques d'austérité des gouvernements. D'ailleurs, coup de gueule aujourd'hui, l'annonce du gouvernement qui dit que les tarifs d'inscription des étudiants et étudiantes étrangères en France va être multiplié par 10. C'est-à-dire que l'inscription en licence va être à 2 800 € et l'inscription en master ou en doctorat à 3 800 €. On est en train de partir, bref. Coup de gueule, on se mobilise, on lâche rien, c'est absolument intolérable. Aujourd'hui, c'est les étudiants et étudiantes étrangères, demain, ça sera les étudiants et étudiantes françaises aussi. C'est le premier mouvement vers le démantèlement absolu de l'éducation publique française. Il faut le défendre. Donc voilà, toutes ces choses-là qu'on revendique aussi pendant le cortège, nous aussi, qui visibilise non seulement les violences sexistes et sexuelles de genre, mais aussi les impacts différenciés en termes de genre et plus profonds pour les femmes racisées, de classe populaire, etc., etc. On vous invite à la manif, si je ne me trompe pas, 2h, place de la République. Madeleine, merci. Voilà. Cherchez le cortège latino-américain. Cherchez le cortège latino-américain, on sera là. Et avec la batucada. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je rappelle juste qu'il y a le petit cahier qu'il faut signer, s'il vous plaît. Et puis juste parce que là, du coup, il y a juste Diego et moi, etc. Mais il y a toujours une équipe derrière. Donc là, nous, on est au nom du séminaire de l'atelier genre et féminisme dans les Amériques latines, où il y a Yoline aussi, Isa Ardora qui a dû partir, Alejandra, il y a Mayra et bon, Lisbeth n'a pas pu venir. Et pour Amérique, qui est en cours de construction, donc du coup, je vous présente Véronica derrière, voilà la caméra, Morgana qui est ici derrière, enfin bref, Louison. Voilà, c'est bon de savoir qu'il y a toujours un collectif derrière et pas juste une personne ou deux. Et voilà, on peut continuer à changer avec un petit truc chaud. Merci aux organisatrices. Merci beaucoup.